Les joueurs de RPG sont vraiment un type de personne spéciale, quelqu'un de vraiment prêt à entrer dans le vif du sujet, à salir les mains et à maîtriser tout ce qui revient finalement à des informations vraiment inutiles. Si le système de combat, les traditions, ai-je mentionné les systèmes de combat? Salut tout le monde, c'est Carré. Aujourd'hui on va voir 10 choses que seuls les joueurs de RPG comprendront, en commençant par le numéro 10, ce sont des grands utilisateurs d'épée. Il y a beaucoup de gens qui jouent aux jeux Souls, il y a des gens qui jouent aux jeux solo, il y a des gens qui jouent à des joyeux jeux coopératifs, il y a des gens qui trollent, il y a des cibles, il y a des lanceurs de sorts, il y a des utilisateurs de boucliers sans cervelle, des rouleaux d'esquive sans fin, des utilisateurs de gadgets, des types qui s'inclinent avant le duel, et puis il y a des grands utilisateurs d'épée. Les jeux Souls sont des RPG d'action. Eh bien, si vous y jouez, vous connaissez un grand épéiste, ou vous êtes un grand épéiste, il n'y a aucun moyen d'échapper à l'attrait d'une grosse plaque d'acier pour frapper vos ennemis. Cela ne s'applique pas, bien sûr, qu'aux jeux Souls. Vous pouvez trouver dans presque tous les RPG la possibilité d'utiliser une grosse épée. L'attrait de ces choses est vraiment forte. En fait, ça n'a pas vraiment d'importance que ça soit bon ou mauvais, il y a juste un certain type de gars qui va toujours y aller, ils ont de la chance. Les grandes épées sont généralement assez solide, c'est généralement l'une des meilleures armes de départ, surtout sur la série des Souls, en raison de leurs dégâts élevés, de leur longue portée, et surtout de leur facilité d'utilisation. Ça ne nécessite fondamentalement pas de stratégie. Pas nécessaire de créer soigneusement la construction parfaite, il suffit de mettre toute sa force et de commencer à se balancer. Intelligence et finesse ne sont pas requises. Courez vers quelque chose et balancez-vous comme un idiot. Peut-être que tu mourras, mais finalement l'autre gars tombera avec toi. Tel est le plaisir de la grande épée. Même le gars qui va l'utiliser semble toujours mourir 2 secondes après l'avoir invoqué, car il pense avoir une grande épée équivaut à un bouton de victoire instantané, et même dans des situations où ce n'est pas le cas. Mais au moins, ils passent un bon moment à vivre leur meilleure vie en tant qu'utilisateur de grande épée, qui a besoin de compétences quand on peut toucher tout ce qui est en vue d'un seul coup. Au numéro 9, c'est lorsque le boss a une deuxième phase. Les combats de boss et les troupes qui les entourent sont devenus de plus en plus courants. Mais en dehors des RPG, aller à la bataille contre le grand boss sera toujours associé. Dans les RPG, avant tout, vous êtes un joueur de RPG de longue date, vous connaissez trop bien ce sentiment. Vous avez finalement réussi à terminer ce que vous pensiez être une bataille difficile, et vous avez vaincu le boss. Ça doit être ça. Il est temps de respirer, une cinématique, et non, il y a des rayons lumineux qui sortent du boss, la fleur écarlate fleurit à nouveau, tous vos objets de soins sont épuisés, vous avez à peine réussi à atteindre ce point, maintenant tout ce que vous faites est de regarder en vain le patron se lever et se relever, et de voir sa véritable forme, et instantanément ce sentiment de satisfaction qui s'évapore. Et la deuxième phase commence. Tous vos progrès ont disparu, vous pensiez que le combat était terminé, mais en réalité, il va vous prendre bien plus de votre précieux temps sur cette jolie terre. Ensuite, vous les avez finalement tués, et toute la terreur existentielle qui a immédiatement surgi disparaît, jusqu'à ce que le prochain boss apparaisse, ce qui est en quelque sorte encore plus misérable à surmonter. Les 2 pires moments dans un boss à 2 ou 3 phases, ou peu importe d'ailleurs le nombre de phases, sont la scène de coupure exacte. Car c'est le moment exact où vous savez que tout cela va prendre beaucoup plus de temps, et puis vous commencez à désespérer, comme si vous faisiez en réalité des progrès négatifs. Même si vous avez techniquement dépassé une forme, vous aurez presque battu la première forme par pure concentration, ou même par pure chance, mais maintenant vous n'êtes pas prêt d'y arriver, vous régressez en termes de compétences, vous ne vous améliorez pas, c'est une conséquence inévitable de jouer à ce type de jeu, du moins pour nous, simples mortels, qui ne faisons pas de run en OIT, et on joue sur un ordinateur normal, on ne joue pas sur un contrôleur Bungo ou autre. Enfin bref, en numéro 8, on a aussi les armes qui ne valent rien. Je ne sais pas dans quelle mesure vous êtes conscient, mais dans le monde réel, les armes à feu sont quand même assez dangereuses. C'est très amusant certes, mais le tir à la cible est une activité, même très enrichissante, même si je suis assez compétent, il faut savoir que j'aime faire ce genre de choses, il faut un respect et une crainte quand même saine pour les armes à feu. Il y a une raison pour laquelle nous nous affolons tous à la William Wallace sur de grands terrains vides. Les armes à feu ont définitivement surpassé les épées et les lances comme armes de guerre, ne dites pas ça aux créateurs de RPG, car dans les RPG, l'épée est tout simplement reine, et le pistolet est un petit lanceur de pois chiches qui ne peut littéralement rien faire face à une épée, ce qui est quand même très étrange. Prenez littéralement n'importe quel RPG, dans lequel vous avez un membre du groupe qui utilise principalement des armes à feu, et elles sont au mieux à peu près égales à une épée si vous avez de la chance, ne vous prenez même pas de barrette dans Final Fantasy VII, froid comme la glace, très cool, c'est agréable de voir quelqu'un qui a une arme, pas complètement inutile, mais bon sang, c'est à peu près la même utilité qu'une épée. Le pistolet est son bras, et c'est génial, mais en termes d'efficacité ce n'est pas vraiment génial, c'est juste une arme. Honnêtement, c'est esthétique. Dans la plupart des jeux, quelqu'un qui frappe avec son poing est tout aussi fort, voire plus fort
qu'un gars qui a une arme à feu. Oui, il existe un RPG extrêmement rare, où le tireur est vraiment bon, comme le Wild Arm original, mais il existe des dizaines d'exemples très médiatisés où les armes à feu ne sont tout simplement inutiles. Par exemple, Bloodborne. Les armes à feu sont uniquement utilisées pour étourdir les ennemis, ne pas les tuer, les étourdir. La quantité de dégâts qu'ils causent est mineure, et les lames font le vrai travail. Un coup de fusil de chasse au visage est un vrai plaisir pour ces gars-là, et le véritable danger est la hache rouillée de forme étrange. Dans Persona 5, les armes à feu sont essentiellement une action gratuite, et encore une fois, elles sont nettement plus faibles que tout le reste. Dans un autre RPG récent, Expédition 33, a une mécanique similaire avec des armes relativement faibles, mais je veux dire que cela ajoute au moins une couche de stratégie. Ça sert principalement à tirer sur les points faibles, mais ne me lancez pas là-dessus. Si un ennemi a une arme, il est encore plus inutile. De cette façon, il chatouille. Je suppose que celui-là est moins irritant, mais réveillez-vous quand même. Au numéro 7, réveillez-vous, c'est l'heure de la quête. Celui-ci est spécifiquement pour les RPG Bethesda. Pourrais-je ajouter, si vous avez passé du temps avec eux tous, vous avez vécu cela au moins une fois. Vous savez de quoi je parle. Un type vous envoie en mission, pour faire quelque chose quelque part. Mais au moment où c'est terminé, il fait nuit et il est déjà couché. Bien sûr, vous pourriez attendre jusqu'au matin comme un idiot, mais qui a le temps pour ça ? Alors au lieu de ça, vous entrez par effraction dans la maison, vous défoncez la porte, vous cliquez sur eux, ce qui les fait presque instantanément sortir du lit, et vous commencez à converser avec eux comme si de rien n'était. C'est une véritable réussite de voir comment ils parviennent à donner à tous ces PNJ des horaires réels pour qu'ils s'endorment la nuit, se promènent en ville, travaillent pendant la journée, mais quand des choses comme ça se produisent et que vous les réveillez pour rendre la quête, c'est très idiot. Je veux dire, ça sera aussi très ennuyeux si tu ne pouvais pas le faire. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas comme si je voulais me faire crier dessus pour avoir réveillé quelqu'un après être entré par effraction dans sa maison pour accéder au discours de fin de quête. Non, je ne veux pas attendre qu'il prenne son café, se réveille un peu avant de recevoir ma récompense de quête. Finissons-en pour que je puisse retourner gifler les gobelins ou autres. Les jeux Bethesda ont toujours cette limite malheureusement fine entre immersion et incroyablement loufoque, simplement en raison de cette nature bancale. Et la plupart du temps, les jeux ressortent vraiment parce que ça parvient pas à être assez immersif par ailleurs, et vous le savez, pendant longtemps c'était charmant, mais il arrive un moment où ça ne l'est plus, où c'est juste comme très bien passer à un meilleur moteur, comme si Unreal exécutait le nouveau remaster d'Oblivion, mais le moteur de création ou le moteur Gamebryo, je ne me souviens pas si ça avait changé de nom, ça exécute le moteur Unreal. Au numéro 6, on va trouver la Sainte Trinity. Je parle pas ici du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous devez trouver notre deuxième chaîne axée sur la religion qui existe absolument et qui a tout son sens si vous connaissez l'une des personnes impliquées dans cette chaîne. Non, aujourd'hui je parle d'une équipe qui définit MMO et RPG. En termes de RPG, c'est le voleur, le mage, le guerrier. Vous avez le voleur pour les dégâts, le guérisseur pour la magie blanche, et le tank pour attirer l'aggro, et garder les monstres concentrés, afin que les deux autres ne s'évaporent pas. Lorsque quelqu'un les regarde bizarrement, cette équipe est essentielle à la manière dont les combats sont construits dans les MMO et dans les RPG en général. C'est la forme la plus générique d'une équipe équilibrée possible. Pensez-y, dans chaque RPG, les 3 premiers personnages que vous obtenez, un dur à cuire avec beaucoup de PV, un infligateur de dégâts, et puis un mage blanc en quelque sorte qui peut soigner. Parfois, ils mélangent les choses en faisant du héros un tank, du donneur de dégâts un mage noir, plutôt qu'un voleur ou quelque chose comme ça, mais il y aura toujours un guérisseur d'une certaine sorte, et même si ce n'est pas la combinaison exacte, dans la plupart des RPG, vous passerez un mauvais moment si vous négligez d'amener un guérisseur avec vous, surtout dans les MMO, qui sont essentiellement obsédés par ce concept. Vous aurez toujours des jeux qui suivent strictement cette formule. EverQuest, World of Warcraft, en gros tous les MMO populaires de tous les temps, et ceux qui tentent de le subvenir comme les jeux comme Guild Wars. Dans l'espace MMO, soit vous adhérez à la Sainte Trinité, soit vous allez essayer à son encontre, et vous la reproduirez probablement d'une manière ou d'une autre, de façon involontaire. Et c'est essentiellement de la musique punk, c'est de la musique pop, mais qui va à contre-courant. Et je sais que quelqu'un va être vraiment en colère à cause de cette déclaration, mais c'est complètement vrai. Voleurs, mages et guerriers, gardez les yeux ouverts si vous ne l'avez pas remarqué. Au numéro 5, au lieu de devenir plus fort, vous devenez plus faible. C'est l'une des choses contre-intuitives, qui n'a aucun sens d'un point de vue logique, mais qui revient souvent dans les RPG. Niveau conceptuel, le concept de monter en niveau signifie simplement que vous devenez plus fort au fur et à mesure que vous tuez des monstres. Statistiques augmentent, vous permettent d'affronter des ennemis plus coriaces, et c'est ainsi que fonctionnent la plupart des RPG. Cela a du sens. Tu deviens constamment plus fort, les nombres deviennent plus grands, vous faites plus de dégâts, subissez moins de dégâts, vous avez plus de santé, meilleur équipement, grande majorité des choses, ce n'est qu'une progression linéaire. Tu t'améliores, c'est tout.
Certains RPG sont cependant pas aussi intuitifs, et à cause de la manière rétrograde dont ils mettent en œuvre les systèmes, le jeu devient plus difficile. Alors vous êtes censé devenir plus fort, et je ne veux pas dire que les boss sont plus difficiles. Ce n'est pas le jeu qui correspond à votre puissance, et qui augmente avec des ennemis plus intimidants. C'est juste que vous devenez plus faible. Il existe quelques jeux comme ça, comme World of Warcraft, ce qui fausse intentionnellement l'équilibre de sorte que les ennemis de votre niveau commencent à vous surpasser en puissance afin que vous ne deveniez pas trop grand pour votre culotte, afin d'encourager les joueurs à essayer d'obtenir un meilleur équipement. Cela a du sens dans un MMO, où obtenir de l'équipement est la principale chose que vous faites vraiment, surtout à des niveaux élevés. Par contre, dans des jeux solo comme Oblivion, ça n'a vraiment aucun sens. De nombreux jeux avec une mise à l'échelle des ennemis rencontrent ce problème, surtout quand c'est pas bien pensé. Le problème avec Oblivion est qu'au fur et à mesure que vous montez de niveau, les ennemis montent en niveau avec vous, donc au début vous ne combattez que des ennemis faibles avec un équipement de merde, mais au fur et à mesure que vous progressez, les ennemis progressent avec vous, deviennent plus coriaces, et utilisent des meilleurs objets. Si vous montez trop de niveau, vous commencerez à retrouver face au problème où chaque ennemi est ce mur de santé qui frappe comme un camion, là où vous tuez des ennemis quelques coups au début. Désormais, tout prend 5 fois plus de temps à tuer, simplement parce que vous avez eu l'audace de faire monter en niveau votre personnage. Final Fantasy VIII, ce jeu fonctionne également comme ça. Plus facile d'éviter le combat à tout prix et de rester bas niveau, les ennemis restent incroyablement faibles, nouveaux équipements et sorts qui vous rendent beaucoup plus fort. Ainsi, contre toute attente, il est préférable d'éviter tout combat dans Final Fantasy VIII, car la montée en niveau est un handicap. Je comprends pourquoi ces jeux le font. Ils ont mis en place des systèmes de mise à l'échelle pour que le jeu reste un défi pour le joueur. Mais que c'est tellement mal implanté que c'est pas vraiment ce qu'ils essayent de faire. Ça rend simplement les jeux beaucoup trop ennuyeux. Au numéro 4 se trouve Murder Hobo, un terme qui remonte au jeu de rôle papier et stylo qui est aujourd'hui applicable, un concept applicable aujourd'hui. Le concept est simple. Ici, même des vieux RPG, vous commencez avec un personnage qui n'a rien, il obtient tout ce qu'il possède en tuant. Dans les premiers cercles de RPG, ce type de personnage était un peu méprisé, comme s'il ne jouait pas vraiment un rôle ou qu'il ne s'engageait pas dans les mécanismes de l'histoire. Tout ce qu'il voulait faire, c'était tuer des choses et récupérer du butin, mais maintenant il existe un sous-genre entier dédié à ce genre de choses. Prenez n'importe quel RPG d'action aléatoire, votre protagoniste est sans probablement un clochard meurtrier. Vous incarnez un inconnu en haillons utilisant un bâton de bois et vous progressez lentement à partir de là. Vous êtes peut-être à la fin un puissant expert en magie de nettoyage d'écran pour éliminer des hordes d'ennemis, mais au fond vous n'êtes qu'un vagabond meurtrier qui court partout, tuant tout ce qu'il voit pour un joli butin. Prenant n'importe quel jeu, forcément l'accent sur le butin, vous êtes probablement un clochard meurtrier, aussi simple que ça. En numéro 3, où les nombres inférieurs sont meilleurs. Dans le monde des RPG, y a-t-il quelque chose de plus déroutant et de plus infâme? Si vous ne savez pas, ou comme moi vous oubliez toujours, peu importe combien les gens vous l'expliquent, il y a l'abréviation de To Hit Armor Class 0, ce qui ressemble à une salade de mots, mais en vérité c'est une salade de mots. C'est essentiellement ainsi que fonctionnaient les armures dans des donjons et dragons et dans de nombreux D&D classiques comme Baldur's Gate. Ces systèmes ont été mis peu après, comme ils l'étaient à l'époque, la manière dont cela fonctionne n'a pas d'importance, je vais juste essayer de vous l'expliquer correctement. Je sais, c'est assez facile, mais c'est aussi complètement absurde. Le principal point à retenir, quand on parle de THAC0, une armure lourde réduit en fait votre score de classe d'armure. Cela signifie que les armures lourdes sont pires, n'est-ce pas? Non. Plus le nombre est bas, mieux c'est. Ce qui va à l'encontre de toutes les idées reçues sur les nombres. Les nombres plus grands sont toujours censés être meilleurs, n'est-ce pas? Pas ici, pas dans ce cas précis. Chez Starbucks, vous avez certainement besoin de numéros supplémentaires pour votre café. Ici, pas tellement. Je parle, oui, du prix du café, c'est assez fou. Achetez votre propre café, préparez-le vous-même, je fais ça. C'est comme des centimes sur $1, je suppose qu'un nombre inférieur s'améliore ici, je ne sais pas. Nous parlons de chiffres et je suis confus, alors je vais juste essayer de terminer d'expliquer et de sortir de ce point. Ça n'affecte pas réellement votre résistance, ce qui est un peu intuitif, ni vos chances d'être touché. Le TH a un THCO, donc qui signifie to hit, une armure plus lourde rend plus difficile de vous toucher dans ces jeux, ce qui est le contraire de la plupart des RPG modernes, où une armure plus légère fait de vous une cible plus insaisissable. Et aussi la lumière, je veux dire. Nous ne portons pas tous d'armure, mais certainement l'armure plus légère permettra de vous déplacer plus facilement que l'armure lourde. D&D a abandonné ça, et tous les RPG qui ont suivi ont fait de même. Ce n'est plus une chose, donc d'une certaine manière, j'utilise simplement cela comme un fourre-tout, pour toutes les parties déroutantes et contre-intuitives des RPG qui n'ont aucun sens, comme la mise à l'échelle des armes dans les jeux Souls. Cela n'a aucun sens au premier abord. La seule raison pour laquelle nous l'acceptons maintenant, c'est parce que tout le monde l'utilise.
c'est donc une seconde nature. Mais je ne sais pas, pour une raison quelconque, cette arme est juste plus puissante que j'ai plus de points de chance, bien sûr. En numéro 2, on trouve les échanges de palettes. Si vous êtes un joueur de longue date de RPG, vous connaissez bien le concept d'échange de palettes. C'est l'un des signes vraiment classiques indiquant que vous jouez à un RPG. Est-ce qu'un RPG, c'est une question que personne ne s'est jamais posée? Le problème avec ces jeux, c'est qu'ils nécessitent beaucoup d'ennemis. Mais surtout à l'époque, les limitations d'espace des cartouches, les rotations relativement rapides des jeux, signifiaient qu'ils devaient faire des économies partout, et l'un des moyens les plus simples d'y parvenir était de créer un nouvel ennemi en ne créant pas un nouveau sprite, mais en lui donnant plutôt une palette différente. C'est pas un singe, c'est un singe lunaire. La glace ne lui fait pas mal, c'est le feu qui lui fait mal. Ce n'est pas rouge, c'est bleu. Les RPG utilisent vraiment ces échantillons de palettes bien avant l'apparition des RPG consoles, c'est un sujet récurrent chez eux depuis toujours, littéralement maintenant. Comme dans certains jeux modernes. Essayez de mélanger les choses en collant des pointes supplémentaires sur un ennemi ou quelque chose, au lieu de simplement changer sa couleur, mais il s'agit toujours d'un échange de palettes au fond. Comme dans Elden Ring, vous pouvez trouver ces gars bleus au début, et plus tard il y a les mêmes en rouge. Et me lancez pas sur le marron, le vert, le bleu, le jaune. Vous savez quand ils sont rouges, vous ne savez pas ce que vous avez, vous savez que vous devez utiliser la glace, ou juste qu'ils sont un peu plus durs à cuire. Comme si ça pouvait vouloir dire une de ces deux choses. Cela peut vouloir dire ces choses, mais ce n'est pas automatiquement ce que vous pensez. Et enfin, le numéro 1, celui que tout le monde attendait, tout le monde meurt de tristesse, de toutes les choses étranges, inexplicables, incohérentes à propos des RPG, c'est probablement l'une des plus inutiles et des plus ennuyeuses. Vous jouez donc un RPG au tour par tour, comme vous le souhaitez. Je sais maintenant comment tu sais. Malchance frappe, tous les ennemis décident de cibler ton héros principal et de le tuer en un tour. Ce n'est pas grave, je le fais revivre comme dans tous les autres RPG du monde. Oh attends, tu ne peux pas faire ça, c'est fini. Le jeu a une sorte de mécanisme de réanimation, et si un autre personnage meurt, vous pouvez simplement utiliser un phénix ou autre sur lui pour le réanimer. Mais le gars principal tombe, oups, c'est ça. Tout le monde est mort de tristesse. Ouais, le personnage principal, et tout le monde pleurait, et c'est ce qui a provoqué sa mort, je suppose. Il n'y a plus beaucoup de jeux qui font ça aujourd'hui. Mais ceux qui le font se démarquent. Des jeux comme Persona 3 en particulier ont été un véritable casse-tête à ce sujet, parce que ce n'est pas seulement que vous perdez votre personnage principal, vous avez des coéquipiers stupides qui eux ne sont pas géniaux. Les versions ultérieures du jeu ont au moins permis de commander directement votre équipe. Mais la série a obstinément refusé de se débarrasser de la mécanique archaïque, ennuyeuse, elle-même. Si vous perdez votre personnage principal, ce qu'il fait complètement dans Persona 5, le fait quelques autres RPG remarquables comme Yakuza 7, il n'y a aucune raison pour que cela se produise. Le pire, c'est que pendant 90% du jeu, ça n'a pas d'importance, et pour le petit pourcentage du temps où ça compte, c'est une chose très ennuyeuse. Quelle valeur ajoute réellement ce mécanisme, à part le fait qu'il s'agit simplement de quelque chose que vous faites? Rien à quoi je puisse entrer. À terre, oh non, quelqu'un peut lui apporter un peu de soutien, et non, tu ne peux pas le sauver. Je veux dire, je vais respecter le fait de s'en tenir à des traditions parfois, et beaucoup de jeux utilisent cette mécanique, c'est des classiques indémodables, malgré une fonctionnalité inutile, cruelle, ennuyeuse. Je ne pense pas que cela ajoute quoi que ce soit à l'expérience. Je ne vois pas tout le monde abandonner sans raison. Captain America est mort au moins une fois au début, n'est-ce pas? Est-ce que tous les autres gars se sont arrêtés? Je ne pense pas qu'il l'ait fait. Je ne sais pas, est-ce que c'est un contre-argument parfait? Je ne sais pas. Donc je sais pas exactement de ce qui se passait là. Je comprends, ah oui, en fait le personnage principal est le leader, le patron en fait d'une certaine mesure, et oui parfois les gars se relâchent quand le patron n'est pas là, mais généralement les gens se lancent dans des quêtes de RPG par passion, plutôt parce que parce qu'ils ont un emploi, et si le méchant tuait votre personnage principal, vous voudriez probablement vous venger. Honnêtement je crois que je vais trop loin maintenant. Laissez-moi un commentaire, c'est vrai que c'est assez particulier que quand on meurt dans un RPG, souvent au tour par tour, si le leader il meurt, en fait les autres ne peuvent même pas continuer à se battre et à le réanimer, alors que tu peux le réanimer tout le reste du temps, sauf dans certaines parties. Je comprends, c'est assez particulier. En tout cas, si t'as aimé cette vidéo, clique sur j'aime, c'est le moment idéal de t'abonner, je mets des nouvelles vidéos en ligne chaque jour. La meilleure façon de les voir en premier, c'est de t'abonner, clique sur s'abonner, mets la notification, abonne-toi, pouce bleu, tu peux aller voir la vidéo originale si tu veux, c'est GameRanks, n'hésite pas à aller voir tout ce qu'il fait, je me suis donc inspiré de lui pour ma petite série avant d'acheter. Force à tous et à très vite.